You are now watching CLTV. Please like, share, and subscribe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur CLTV, votre chaîne de référence, chaîne préférée et la chaîne de l'intégration. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous avoir nombreux devant vos écrans en train de suivre cette émission aussi importante. Notre émission s'intitule Focusing on Asylum Claim in the UK. Donc nous concentrer sur la demande d'asile au Royaume-Uni. Et ce matin, nous avons un invité spécial, Monsieur Tom, qui travaille dans le domaine de l'immigration, qui est avec nous. Et nous allons lui donner l'occasion de pouvoir se présenter afin que vous puissiez les connaître. Et aussi, c'est avec lui que nous allons faire ce parcours tout au long de cette émission pour que vous compreniez les A, B, C, Z jusqu'à Z de ce qui se passe en rapport avec la demande d'asile au Royaume-Uni. Ladies and gentlemen, thanks a lot for watching. You're watching CLTV, your preferred channel and the channel of integration. We're here with Mr. Tom. We're going to discuss about an important topic, which is focusing on asylum claim in the United Kingdom. Good morning, Mr. Tom. Good morning, Clyde. Thanks for having me. It's a great pleasure to have you here with us. Yeah, it's great to be here. Could you please introduce yourself to our viewers? Hi, so I'm Tom. I'm an immigration caseworker at Brady Jackson Cantor in Manchester. I tend to focus specifically on asylum claims, other protection matters, helping refugees, human rights claims and helping victims of domestic abuse and violence. Alors, je m'appelle Tom, je suis en train de travailler à Brady Jackson Cantor. Notre bureau c'est ici à Manchester. Nous nous occupons à pouvoir aider les demandeurs d'asile qui viennent dans ce pays et en rapport avec le processus de la demande d'asile dans ce pays et tout ce qui concerne leur vie pendant qu'ils sont là dans le processus. So, how long have you been working as an immigration caseworker? So I've been working for a caseworker for about a year now. With the pandemic, everything sort of slowed down a little bit. Right. Combien de temps êtes-vous en train de travailler dans ces domaines? Il dit, je le fais plus ou moins une année maintenant avec l'histoire de la pandémie. Et, bon, évidemment, toute chose est en train de rentrer à la normale. So how does the immigration system works? If somebody comes in the UK and they want to seek for asylum, what are the steps? Yeah, so there's two ways you can initially claim asylum. So you can arrive at the UK and claim asylum at the border. Alors, si quelqu'un venait au Royaume-Uni qu'il a besoin de demander l'asile, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes? Donc, il y a deux façons de demander l'asile. Vous pouvez demander l'asile aux frontières. Or you can be in the UK, you can be in the UK with whatever immigration status you have, and a change of circumstances means you might want to call the Home Office and tell them that you now need to claim asylum because it's not safe for you to return. Alors, vous pouvez aussi demander l'asile pendant que vous êtes à l'intérieur du Royaume-Uni et qu'il y ait changement de vos circonstances. Vous pouvez appeler l'immigration pour pouvoir demander l'asile. Okay, so if somebody seeks for asylum, then what happens? Yeah, so the first thing that will happen will be that you will have what's called a screening interview, and that's where you claim asylum. It's just a short interview where you explain who you are and briefly explain why you can't return to your home country. Alors, si quelqu'un demande l'asile, qu'est-ce qui va se passer? La réponse est simple. On dit que la première des choses, c'est qu'on vous appellera pour une petite interview. Au cours de cette interview, c'est une interview très courte. On aura seulement besoin de vos coordonnées, savoir d'où vous venez et quelles sont les raisons qui vous poussent à demander l'asile. And then what happens? Yeah, so that interview should be short, should be the Home Office not asking lots and lots of detail. Cette interview est généralement très courte et le Home Office ne vous posera pas beaucoup de questions en détail. And then normally, sort of that's the process, then you are entitled to things like asylum support, so support from the government, either in the form of housing or just
subsistence payments to support you as an asylum seeker in the UK. Après que vous ayez fini cette étape, donc il y a maintenant l'étape de soutien. C'est le devoir du Home Office, du gouvernement, de pouvoir vous soutenir en vous donnant la maison où vous devez habiter et aussi un peu de soutien financier vous permettant à vivre pendant que vous êtes encore ici au Royaume-Uni. And then that is normally when most people would first speak to a lawyer in the UK, speak to them about getting support in their claim for asylum and getting some advice in regards to the process. Donc après cette étape, vous allez maintenant entrer en contact avec un avocat qui s'occupe de matières d'immigration, qui va vous donner des conseils en rapport avec les processus de la demande d'asile dans ce pays. And I think something I really want to reiterate is how important it is to get a lawyer as soon as possible in the asylum Alors j'aimerais marteler là-dessus combien il est très important que vous soyez en contact avec votre avocat dans le plus vite que possible dans le processus. Even if you feel that your claim is straightforward or you feel you understand what's going on, it's a very technical legal process that needs expert advice. So it's Même really si vous pensez que votre demande d'asile est très claire et que vous avez compris tout ce qu'on vous a dit, mais c'est toujours très très important que vous ayez les conseils légaux d'auprès de votre avocat de l'immigration pour pouvoir vous aider et clarifier toutes choses avec vous. Yeah. So definitely make sure you get legal advice because throughout the process you need someone to guide you through it, someone who's experienced, someone who knows the legal technicalities and the legal importances. En définitif, il faut toujours faire l'effort d'avoir l'avocat parce qu'il va vous aider à comprendre les réalités en rapport avec la loi sur l'immigration et toute la procédure en rapport avec l'immigration. Something else to mention is that most people are entitled to free legal advice. Most asylum seekers are entitled to what's called legal aid. J'aimerais aussi clarifier ici, c'est très important que vous sachiez qu'il y a beaucoup de personnes ont le droit d'avoir les conseils sur l'immigration gratuitement. So if you're receiving what's called Section 95 support, so the support I talked about earlier about support from the government, that means you're also entitled to free legal advice for your asylum What claim. section is that? Section 95. Alors si vous qualifiez pour être aidé par rapport à la section 95, c'est ce que je disais un peu bien avant, c'est une section qui vous permet d'avoir des conseils d'un avocat de l'immigration gratuitement. Okay, and then what happens? Yeah, so then it's sort of a matter of waiting for what's called the Substantive Asylum Interview. That wait at the minute is a very long wait. There's big backlogs in the claim process and COVID has made those much worse. Alors, donc, après que vous ayez fini cette étape, c'est maintenant la deuxième grande étape, c'est-à-dire d'attendre à ce que l'on vous appelle pour une deuxième étape de l'interview. And it depends, that wait depends on lots of various factors. Sometimes it can be some months, but sometimes it does drag over 12 months. Alors, pendant que vous êtes en train d'attendre cette période de l'interview, qu'on appelle, comme nous disons souvent, big interview, donc le grand interview, il faut savoir que ça prend du temps, ça peut être quelques mois jusqu'à 12 mois, ça dépend des circonstances. So when you get to the interview, you should have an appointment with your lawyer just to briefly discuss what's going to be discussed at the interview and make sure that you're aware, because for all adults who are being represented under legal aid, their lawyer won't come to the interview with them. Alors, lorsque on vous appelle pour l'interview, vous devez entrer en contact avec votre avocat parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, c'est l'avocat qui va vous préparer pour aller dans cette interview-là. Et aussi, il faut comprendre que beaucoup d'adultes ne qualifient pas pour avoir l'avocat présent avec eux pendant l'interview. So the interview itself normally takes place at your major centre. So if you're claiming in Manchester, there's a centre in Manchester and there's a centre in Liverpool. So you normally have to travel for the interview. Alors, à ce qui concerne là où l'interview va avoir lieu, ça dépend de là où vous êtes. Il y a des centres, il y a des lieux où vous allez à Manchester ou à Liverpool. Souvent, on ne préfère pas faire déplacer les gens pour aller très loin pour leur interview. On va vous localiser dans la ville qui est beaucoup plus proche de là où vous habitez. So the interview itself is normally quite a few hours, and the Home Office will go
into detail, asking you questions about why you can't return to your home country. Cette interview-là prendra quelques heures et c'est l'occasion pendant laquelle l'officier du Home Office va vous poser beaucoup de questions pour entrer en détail de tout ce que vous avez demandé comme asile, et aussi il veut vouloir savoir pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays d'origine. And throughout the asylum process, your lawyer might be talking to you about gathering evidence, trying to show things that support your claim, and the asylum interview is normally considered sort of the latest time by you'd want to have all of that evidence together. Alors, pendant que nous serons en train de préparer ton dossier, du côté des avocats bien sûr, on va vous demander de préparer des preuves qui pourront soutenir votre demande d'asile, et souvent, c'est pendant toute cette période que vous êtes en attente de l'invitation du Home Office que vous devez préparer ces preuves que votre avocat vous demandera pour essayer de donner du poids à votre demande d'asile. So, the interview takes place, your lawyer should get a copy of everything that was said, and then you normally will go through that record together to check that everything's been recorded correctly. Alors, une fois que vous avez fini votre interview avec le Home Office, on va vous donner la copie de votre interview que vous devez rapidement amener auprès de votre avocat, et l'avocat va parcourir ces documents avec vous pour savoir ce que vous avez écrit, pour se rassurer que tout ce qui est écrit est exactement ce que vous avez voulu dire à l'Home Office. And then after the interview, and after dealing with going through the records with your lawyer, it's just a matter of waiting for the Home Office to make a decision on the claim. Donc après que vous ayez parcouru tous ces documents, après votre interview avec votre avocat, c'est maintenant question d'attente. Vous allez attendre jusqu'à ce que le Home Office vous donne la réponse. So what happens if while you are waiting for the outcome from the office, and then it's a rejection? Yeah, so They have rejected your claim. yeah. Alors qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va se passer au cas où, après avoir demandé l'asile et que vous avez été avec votre avocat et vous avez parcouru le dossier, mais le Home Office a rejeté votre dossier? Qu'est-ce qui va se passer? So there's two types of refusal that you can get. Il y a deux sortes de refus que vous pouvez recevoir. One's very rare, and this is what we call a certified refusal. Alors, un de ces refus est très rare, nous appelons ça le refus certifié. And this refusal is where the Home Office say that there's no prospect of success in your claim, and they say that you can't appeal that decision from within the UK. You would have to leave the UK to appeal that decision. Alors, cette première sorte de refus que je venais de dire est que ça apparaît rarement. Le Home Office vous dira, on a refusé votre dossier, vous n'avez pas de chance pour pouvoir réussir dans ces dossiers, au cas même où vous pouvez interjecter l'appel. Mais s'il faut que vous fassiez l'appel, vous devez d'abord quitter le territoire britannique pour aller interjecter l'appel en dehors du UK. But like I say, that's a very, very rare thing, and normally you get the other type of refusal. Comme je disais, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare ce genre de refus. So the other type of refusal is just a normal refusal, and that's where you do have a right of appeal from within the UK. Alors l'autre type de refus, c'est ce que j'appelle le refus normal. Une fois refusé, vous avez le droit d'interjecter votre appel pendant que vous êtes ici au Royaume-Uni. Okay. So at that stage, legal aid funding becomes a little bit more difficult to obtain because your lawyer has to be confident of the chances of success to carry on the legal aid. À ce niveau-là, en cas de refus, l'aide légale, c'est-à-dire l'argent que l'on donne aux avocats pour pouvoir soutenir votre dossier, commencera à devenir un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre avocat soit satisfait qu'il y a des chances énormes pour pouvoir réussir au cas où l'on interjectait un recours ou un appel. So once you get the refusal, your lawyer will do what's called a merits assessment, where they will talk to you about the refusal and look for you to explain why you think the Home Office has been wrong to refuse your claim. Après que vous ayez reçu le rejet, votre avocat vous appellera
il va causer avec vous pour parcourir les raisons qui ont fait à ce que on vous refuse, et il va faire l'évaluation du mérite pour savoir si vous méritez à ce que l'on puisse reconsidérer votre dossier par les Home Office. But obviously that depends claim to claim and it's something that you can't really talk about in general terms. Donc cela, ça dépend d'un cas à un autre. On ne peut pas parler de ça de manière générale, donc on le traitera d'une manière individuelle, cas par cas. So probably move on to the much more positive outcome, which is where you'll get your claim accepted. Alors maintenant là, c'est peut-être question de parler au cas où on a accepté votre dossier. And if that happens, you get status, if you're granted refugee status. Alors une fois qu'après avoir demandé l'asile, on vous a accepté, on peut vous donner les documents reconnus comme étant le réfugié dans ce pays pour 5 ans. So there's also some other types of status that the Home Office may grant you. Il y a aussi d'autres statuts que le Home Office peut donner à quelqu'un. And that's why it's, whilst most people refer to it as an asylum claim, it's technically referred to as a protection claim because of these other types of leave you might receive. Alors pendant que les gens parlent de la demande d'asile, et il y a aussi d'autres personnes qui parlent de la protection, la demande de protection. So one of those is Humanitarian Protection, which is where you might not meet the terms for refugee status, but it's still shown that your life would be in danger if you return to your home country. Il y a aussi ce que nous appelons la protection humanitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à satisfaire par rapport aux critères pour que quelqu'un soit reconnu comme réfugié dans ce pays, mais cependant il s'est fait que l'on considère certains aspects qu'on ne peut pas vous faire retourner dans votre pays pour une raison ou une autre, donc on vous donne la protection humanitaire. And the other type of leave you might be granted is based on your human rights that you've obtained within the UK. Alors, un autre statut que l'on peut donner à quelqu'un, c'est basé sur les circonstances de votre vie ici au Royaume-Uni. So that is normally private and family life. Par exemple, la vie privée et la vie familiale. So that's where if the UK return you to your home country, it would be a breach of the UK's obligations under the European Convention on Human Rights. Alors, au cas où on vous faisait entrer dans votre pays, ça sera un entorse que le Home Office a eu à faire par rapport à vous parce qu'on n'a pas respecté vos droits selon la Convention européenne des droits humains. And I think that's pretty much everything that someone would need to know just on a crash course of what the asylum process is like in the UK. Je crois que ça c'est important. En bref, c'est que je pense que quelqu'un aimerait bien savoir par rapport au processus de la demande d'asile au Royaume-Uni. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire que Tom vient d'une maison très importante, Brody, Jackson & Cantor. C'est une maison qui est très connue ici au Royaume-Uni. Ils ont une grande maison ici de représentation ici à Manchester. Ce sont des gens avec lesquels que j'ai toujours travaillé et pour aider beaucoup de gens qui viennent dans ce pays pour la demande d'asile. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des papiers à travers cette maison, à travers Brody and Jackson, Cantor. Et je pense que vous avez ici des experts qui connaissent ce que c'est l'immigration. Ladies and gentlemen, as I was saying in French, Tom comes from Brody, Jackson and Cantor. They have a very, very wide representation throughout the UK, and they have a very big firm here in Manchester. They are the people that I know, they are the people that I've been working with for a long time, and I do know many people have got their status in this country through Brody, Jackson and Cantor. It's my pleasure to have this man here, very busy man, but I'm so humbled and privileged to have him on our show. So, Mr. Tom, if somebody comes into this country and for some reasons they did not seek asylum, because either they did not really know or for one reason or another, what would happen staying in a country without declaring themselves or presenting themselves to the authority? Yes. Quand viendra-t-il à quelqu'un qui vient dans ce pays, au lieu de demander l'asile, n'a pas demandé l'asile, au lieu de se faire enregistrer auprès des autorités d'immigration, il n'a pas fait, mais il habite dans ce pays comme ça. Qu'adviendra-t-il? Okay, so anyone who stays in the UK without any form of status,
is committing an immigration offence, so that means you're liable to be deported from the UK. Alors, quiconque vient dans ce pays et qu'il reste dans ce pays sans se faire enregistrer auprès des autorités, il est en train de commettre une offense en matière d'immigration. Une fois attrapé, on le déportera pour le ramener dans son pays d'origine. So in terms of the asylum process, it's always best to claim asylum as soon as possible. But if you don't do that, you just need to explain why you haven't been able to do that, so not understanding or something. En ce qui concerne la procédure ou le processus de la demande d'asile, il est conseillé à ce que vous demandiez l'asile dans le plus vite que possible. Si vous ne le faites pas et que vous retardez avec le processus, il sera maintenant question de prouver pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait très tôt. But yeah, if anybody is looking for assistance in that and is unsure of their immigration status, we would always recommend they speak to a lawyer as soon as possible. Alors, si jamais quelqu'un s'est retrouvé dans une situation où vous voulez demander l'asile, vous n'êtes pas trop sûr de ce qu'il faut faire, mon conseil est que vous puissiez parler à un avocat dans le plus vite que possible pour avoir des informations. Right, now let's talk about once somebody's claim has been dismissed. You have exhausted all the appeal process. Yeah. What would happen? Qu'est-ce qui va se passer au cas où quelqu'un a demandé l'asile et qu'on a fini avec tout ce qu'il fallait en termes de recours, on a refusé les dossiers de la personne? Qu'est-ce qui va se passer? So again, like the situation before, you're liable to be removed from the UK. Alors comme j'avais dit avant, au cas où cela vous arrivait, il y a beaucoup de chances que l'on puisse vous déporter. But if for whatever reason there's been a change in your circumstances and you believe there's new evidence, you can make what's called a fresh claim. Alors si pour une raison ou une autre vous trouvez qu'il y a des changements de circonstances dans votre vie, dans votre dossier, dans ces cas, et que vous avez des nouvelles preuves, vous pouvez maintenant faire ce qu'on appelle le fresh claim, c'est-à-dire une nouvelle demande. Okay, so that normally is in situations where evidence that you previously couldn't obtain has come to light. Là, c'est dans le cas où les preuves que vous ne pouviez pas avoir bien avant, et maintenant vous les avez. Or there's been a significant change in your country's circumstances. Ou bien qu'il y a un changement très important dans les circonstances qui sont dans votre pays. Or if you have an entirely new basis for your claim to stay in the UK, and that's all a new asylum claim matters. Ou bien que vous avez de nouvelles circonstances dans le Royaume-Uni et vous pouvez maintenant encore interjecter une autre demande d'asile. Right. Can somebody has been who claimed to be tortured in their country be deported from the same country? Est-ce que quelqu'un qui dit qu'il a été torturé dans son pays d'origine peut-il encore être déporté dans son pays? I mean, that is a very big, vague question, and I'd need to know the specifics. Ça, c'est une question très grande, mais aussi vague. J'aimerais avoir un cas précis avant de répondre. Let's say somebody has been a victim of torture. Admettons que quelqu'un a été une victime de torture from his own country. And then this is proven. Yeah. Can that person be deported? No, so if you've been tortured by your own state, you're very, very likely to get an asylum claim, to be recognised as a refugee. Alors, si jamais tu avais été torturé par les autorités de ton pays, il y a beaucoup trop de chances pour qu'on te donne le statut de réfugié. And even if for whatever reason you don't fall into that category, Article 3 of the European Convention on Human Rights prohibits torture, so if it was a risk of that happening again, then you again would be given basis to stay in the UK on that. Oh, alors, si jamais se faisait qu'on ne vous a même pas donné le statut de réfugié, mais il est prouvé que vous avez été torturé dans votre pays, l'article 3 de la Convention européenne fera en sorte que l'on vous donne le statut au Royaume-Uni pour le simple fait qu'il a été bien prouvé que vous avez été torturé dans votre pays et que vous serez en risque si jamais vous rentriez et quelque chose comme ça pourrait encore subvenir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
En tout cas, c'est un entretien intéressant avec Monsieur Tom. Et nous allons demander aux amis de la régie de pouvoir nous balancer un élément pendant que nous sommes là et nous allons revenir bientôt. Merci. La régie. You are now watching CLTV. Please like, share, and subscribe. Welcome back to CLTV. We're still going through focusing on asylum claim in the UK with Mr. Tom. Mr. Tom, can I ask you one question? We know that the world has been going through a lot in terms of pandemic, COVID-19. How have you been, as number one, coping with this and assisting your clients in the meantime? Yeah, so obviously a really big change to the way we work. Normally, prior to the pandemic, a lot of the appointments that we do carried out in person because asylum seekers, people with insecure immigration status, tend to not have access to the sort of technologies that a lot of people need to be able to comfortably do remote appointments. So adjusting to that has been a really significant challenge for us. Alors, la question était de savoir comment est-ce que votre bureau était en train de travailler pendant cette période pandémique. La réponse est que pendant cette période, ça a été très difficile parce que la pandémie a amené beaucoup de changements. La plupart des gens qui sont demandeurs d'asile n'arrivent pas à avoir les outils qu'il faut pour pouvoir s'adapter aux changements que la pandémie a apportés, et ça a été très difficile. And I'd say there's been big changes to the system as well. Il y a eu aussi un grand changement dans le système, beaucoup de choses se sont passées. So one of the first ones, and some of the changes have definitely been for better, is in regards to the screening interviews. I was talking about that. We've seen a big change from the Home Office. Alors, il y a beaucoup de changements. Par exemple, l'interview qu'on appelle le screening interview, la petite interview que nous sommes en train de faire là, avec le Home Office, il y a eu un grand changement. So previously, if you're in the UK and you call the Home Office to say I want to claim asylum, you'd have had to go to Croydon in South London to attend your screening interview. Alors bien avant, c'était quand vous arrivez au Royaume-Uni et que vous appelez le Home Office pour dire que non, moi je suis arrivé, je vais demander l'asile, vous devez aller à Croydon pour pouvoir passer votre interview. But owing to the pandemic and problems with travelling across the country, they changed that to you just have to go to your nearest Home Office centre where they're able to do screening interviews. Alors maintenant, avec la pandémie, il y a eu un grand changement. Au lieu d'aller au Home Office, vous n'êtes pas à Londres, vous ne pouvez plus partir là-bas. Vous partirez dans n'importe quel point de l'immigration, du secteur où vous vous trouvez pour aller leur dire que non, voilà, je viens pour mon interview qu'on appelle le screening interview. So obviously that's much better because a lot of people claiming asylum have struggles with being able to afford such a long trip. So say someone's in Newcastle and wants to claim asylum, that's sort of like a 9-hour, 10-hour round trip to get to London just to claim asylum. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, quelqu'un qui habite le Newcastle pour aller à Londres, au Home Office pour demander l'asile là-bas, il faut faire un long voyage, un long déplacement de 9 à 10 heures. Et aussi, il faut comprendre que le point de transport qui se pose pendant cette période de pandémie, c'est pas facile. So that's definitely a big change that Ça, c'est un grand changement. Ça, c'est un grand changement. So now, Tom, based on the experience that you have, has it been a lot of people who have received their status during the pandemic time, or fewer cases? Yeah, so definitely initially when the pandemic started, sort of April when we all started going into lockdown, everything stopped near enough. The only people who would get decisions were the people who'd already been interviewed, who'd already put their evidence in, and there was a big stop. Pretty much all interviews got stopped and everything was just waiting for quite a few months.
Non, quand la pandémie a commencé, toutes choses avaient aussi arrêté. Il n'y a que des gens qui avaient déjà eu leur interview qui recevaient des résultats ou des réponses suite à leur interview. Mais après, on avait arrêté pour attendre. Maintenant, là, comme on est en train de finir avec cette période de confinement, les choses sont en train de commencer de rentrer à la normale. And it was sort of early summertime when things started to reopen again, but still at very limited capacity, so moving much slower than they previously did. Donc c'est seulement pendant la période de l'été que les choses ont commencé en train de rentrer à la normale, mais aussi timidement, donc c'est pas comme c'était avant. But things sort of towards the end of last year started to get back up to pace, although there was things like local lockdowns or some of the bigger lockdowns at the start of this year again slow everything down just a little. L'année passée, avec le confinement qui était dans différents endroits, et cela aussi a fait ralentir les choses. Et jusqu'à maintenant là, on est en train d'aller petit à petit. But I'd say now that we're back to sort of where we were before the pandemic started in terms of how everything moves, but there is the backlog which has made everything slightly worse. Alors maintenant là que nous sommes en train de rentrer à la normale, mais avec tous ces contentieux, ces différents dossiers qui sont en train de ne pas être traités, c'est ce qui fait qu'il y ait un ralenti total. So what we saw way before the pandemic started was outstanding cases were going up and up and up each year, so cases that had been waiting for a decision, waiting for an interview, had been going up and up and up, and before the pandemic that was at record levels, and with everything stopping that just increased. Alors avant même la pandémie, il y a eu beaucoup de dossiers qui traînaient. Maintenant avec la pandémie et aussi avec le confinement, donc le niveau, le taux de pouvoir attendre est vraiment élevé. And as sort of the year progressed, whilst things did start to open, asylum seekers were still arriving for protection in the UK, yes in lower numbers but still rising, so more input to that backlog which wasn't getting dealt with quick enough. Alors pendant que le confinement est en train de finir, il y a toujours le demandeur d'asile qui vient, qui commence toujours à venir au Royaume-Uni. S'il faut ajouter les nombres de gens qui viennent et par rapport au dossier qui était déjà en attente, ça ne fait qu'augmenter le taux ou le niveau d'attente. So what we currently have is a system where a lot of people are waiting for well over 12 months for their claim to be heard and to be decided. Donc pour le moment, beaucoup de gens attendent jusqu'à 12 mois ou plus pour qu'on les invite pour pouvoir écouter leur dossier de la demande d'asile. So, can I just ask you, Mr. Tom, if you look at, in terms of statistics, people coming from Africa, the Middle East, which part of the world is having a lot of asylum seekers coming here in the UK? So normally the top few countries for people coming to the UK. Alors, est-ce que nous pouvons te poser la question, M. Tom, si vous regardez l'Afrique et d'autres pays, l'Asie ou le Moyen-Orient, alors les parties du monde, quelle est la partie du monde qui fait amener beaucoup de demandeurs d'asile ici au Royaume-Uni? La réponse qu'il y a 3 grands pays. Yeah. So the first is people from war zones, so people from Yemen, people from Syria. Alors la première, il y a des catégories. Il y a les gens qui viennent de zones de guerre, par exemple les gens de la Syrie ou les gens de Yémen. People living under dictatorial regimes, authoritarian regimes like Iran. Les gens qui viennent de pays, de régimes dictatoriaux, par exemple l'Iran. And then also we have in the UK a lot of people claiming asylum from Albania because of problems relating to human trafficking and smuggling. Nous avons aussi beaucoup de gens qui viennent de l'Albanie suite aux problèmes qui surviennent là-bas, c'est-à-dire on fait le trafic humain. So I don't have the figures to mind, but those 4 states normally come up. Alors je n'ai pas, en tout cas,
Je n'ai pas de données claires sur ma tête ou dans ma tête, mais est-il que ce sont les 4 pays où il y a beaucoup de gens qui viennent. So if somebody comes from a war zone, how easy or how hard is it for that person to be deported back to their place if they don't succeed with their immigration case? Yeah, so if you're coming from a war zone, the likelihood is that you aren't going to fail because that's what we have Humanitarian Protection for, one of the key elements of that. Alors si tu viens de la zone de guerre, il y a beaucoup plus de chances qu'on ne puisse pas te rejeter parce que c'est ça la raison même qu'on est là pour la protection. Is to protect people from indiscriminate violence as C'est a juste result pour of war. protéger les gens en rapport avec de violence venant de zones où il y a la guerre. So, yeah, very unlikely to be returned to a war zone. Right. C'est vraiment difficile pour que quelqu'un soit retourné dans la zone de guerre. But obviously that would depend on if there was parts of the country that were totally safe from being involved in that war, if it was between factions within a country. Ça dépend aussi s'il y a des parties dans ce pays-là, quelques parties où il y a la sécurité. I think that's actually quite a good point to illustrate why it's so important to get a lawyer for any immigration matters, especially protection matters, because each country has such unique situations that you can't really paint with a broad brush and say, well, this, because you fall into this category. C'est très important que vous ayez un avocat de l'immigration parce que lui connaît les réalités, il connaît la loi et c'est difficile de prendre tous les dossiers pour croire que c'est la même chose, mais lui, en tant qu'avocat, il saura comment vous orienter dans tout ça. Thank you very much, Mr. Tom, for coming. And if there is someone somewhere who has been rejected, they don't know what to do. They have exhausted everything they could do. They have no place to sleep, nothing to eat. What would you advise to the person who's watching us right now? Yeah, so there's Que diriez-vous à quelqu'un qui a été rejeté, il a essayé de tout faire, ça n'a pas marché, on l'a chassé de la maison, il n'a rien à manger, il ne sait quoi faire? Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à cette personne? So there's definitely charities who can help with sort of housing arrangements initially for people who've been unsuccessful in their asylum claims. So if you speak to someone like Refugee Action, they'll be able to point you in the right direction. Il y a des charités on appelle les organisations caritatrices qui peuvent vous aider lorsque vous vous retrouvez dans une situation telle qu'il n'y a pas de maison. Vous pouvez entrer en contact avec le Refugee Action, ils vont vous orienter. And then as well, if you think that you still have a claim to be heard, if you think that there's been problems with how your decision's being reached, then again, always would advise someone to come and speak to a lawyer. Alors, si vous pensez que vous avez eu un bon cas, mais pour une raison ou une autre, vous avez été rejeté, en tout cas, c'est important de contacter un avocat et pouvoir discuter le dossier avec lui. That's great. That sounds very interesting. Yeah. So, how do you enjoy yourself working as an immigration caseworker? Yeah, it's definitely a very fun That's a personal question. a very fun and interesting job. Sometimes it's obviously we have to deal with very difficult situations, and working alongside the Home Office isn't always plain sailing. But yeah, I definitely very much enjoy my job. J'aime beaucoup mon travail. Des fois aussi, il m'arrive que nous ayons des dossiers très compliqués. Travailler aussi avec les Home Office, c'est pas si facile. Ils ont leur manière de voir les choses. Mais j'aime mon travail. So, if somebody contacts your office, what are the practicalities in terms of them being seen by a professional like yourself? What are the practicalities? How easy is that to get in touch with your office? So I'm not entirely sure how it's working at the moment. It used to work that we'd have a waiting list and you'd get put in for an initial appointment. Alors je ne suis pas trop sûr de comment ça fonctionne maintenant, parce que la question est de savoir comment est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec votre bureau.
sur le plan pratique. Tom dit, je ne suis pas trop sûr de la façon dont cela fonctionne maintenant. Bien avant, c'était on vous met sur une liste d'attente. But I think at the moment it is that we have a waiting list, and then one of our admin colleagues will get in touch with you when it's sort of time to assign your file, open a file up for you, and then pass you along to one of the caseworkers. So myself. Alors, nous avons un des collègues qui travaille dans la section de l'administration, qui va enregistrer votre dossier, qui va passer le dossier à un de nos caseworkers, et c'est alors qu'on va ouvrir votre dossier et quelqu'un vous appellera pour ça. And that's just with our asylum claims, our protection claims. If you want any other immigration advice, you sort of speak to one of the queries team, and they'll pass your information along to the appropriate solicitor, caseworker, etc. Ça, c'est un rapport avec la protection, un rapport avec la demande d'asile, un rapport avec tout dossier. Quand vous entrez en contact avec nous, celui qui recevra le dossier, il va l'étudier pour le faire passer à quelqu'un dans la boîte qui va s'en occuper. Okay, that's very interesting. I can tell our viewers that Brody Jackson Counter is doing very well. We have very good testimonies of what you're doing. We can only continue to encourage you with that because we've been working with your colleagues, Imogen or Jackie and many more, just to name a few, and yourself. So you're doing incredibly well. You are a blessing to the African community, in particular, I would say the Congolese community and the African community. So I know that you are very busy, but it has been a great pleasure to have you here. And I believe you will continue to be our guest, and we'll take it anytime you are available. I understand how hard you are working yourself, but thanks a lot for coming to CLTV. Now we're going to get our music, so that before we finish up our interview or our show. You are now watching CLTV. Please like, share, and subscribe. Welcome back to CLTV. We're still with Tom. Tom is our guest today, our special guest. Mr. Tom, can you now talk to us about the process of a family reunion? If somebody has been granted their status in the country, here in the UK, they want to bring their family in the UK, how does it work? Yeah, so for refugees who've been granted refugee status, they're entitled to make a special application under the immigration rules. Alors si quelqu'un a été reconnu dans ce pays comme réfugié, qu'on lui a donné le statut, il a le droit de faire venir sa famille ici par rapport à la loi de l'immigration. So that can be to bring partners, so husbands, wives, Ils peuvent amener leur partenaire ici, ça peut être le mari ou la femme. Or children under the age of 18. Les enfants ayant l'âge de moins de 18 ans. And they can apply to the Home Office to have them come to the UK. And ils peuvent demander auprès du Home Office de permettre à ce que leur famille vienne le rejoindre. So there's no fees involved in that application to the Home Office. Et quand vous êtes en train de faire ce dossier auprès du Home Office, on ne vous chargera pas de frais à payer pour ça. But unfortunately, that application isn't considered within the scope of legal aid. Et malheureusement aussi, ces dossiers-là n'est pas considéré pour que vous receviez le conseil gratuitement ou l'aide légale. So that would have to be done under a private fee, which we can advise on once we've sort of discussed the specifics of your case. Alors pour ce faire, là, vous devez vous-même payer l'avocat pour ça. Et nous devons discuter ou causer avec vous d'une manière personnelle par rapport à ça. But alternatively, if someone couldn't afford a fee, I know there's a lot of charities. I think the University of Manchester's legal department does assist people with those matters, and there's other charities
who help people make those applications. Et admettons que quelqu'un n'ait pas de moyens pour pouvoir faire venir sa famille ici, il y a des organisations caritatrices qu'on appelle ici les charités qui peuvent vous aider. Et aussi l'Université de Manchester dans le département du droit qui aide aussi avec des moyens pour que quelqu'un fasse venir sa famille ici au cas où il n'a pas de moyens. So that sounds very good. So what would happen, because the children need to be under 18, let's say the father has started the process now, and then the immigration, as you know, the process is very, very long time, and they are granted by the time the children are over 18. What would happen? Yeah, that's fine. It's just at the time that application is made that anyone needs to be under 18, and then going on further through the process because they've been granted, they can carry on being a dependent on that person's asylum claim, successful claim. So the time the application is made, is that the one for the family reunion or for the asylum? The time that the family reunion application is made, there are some circumstances where if it's very narrow and they've just turned 18, that you can argue that they should fall under the rules, but yeah, it's normally considered at the time the family reunion application is made. Right. Alors pour que quelqu'un fasse venir ses enfants ici, lorsque vous êtes reconnu comme un réfugié, il est question que les enfants soient âgés de moins de 18 ans. Mais si vous avez déjà commencé votre demande de la réunification familiale, vous avez commencé les dossiers et que les enfants n'avaient pas encore atteint 18 ans, et vous avez déjà introduit le dossier, mais si jamais les enfants devenaient beaucoup plus âgés que 18 ans, il y a toujours possibilité que ces enfants viennent aussi longtemps que le dossier avait déjà été introduit avant qu'ils n'atteignent l'âge de 18 ans. So if, let's say, somebody has applied for their family to join them, and you, the client, has children who are under 18, let's say 16 or 17, and those children had also children, would they qualify to come? I don't know if my question is very clear. I'm not entirely sure on that matter. I'd definitely have to speak to one of my colleagues about that. That's right. It's normally just limited to relatives in terms of spouses or partners or direct children. Yeah, I'll be very happy if you can come back to us and let us know. Yeah. It means a refugee who has a son or a daughter, and the daughter has a child. Yeah. Could the child come with the parent or? Right. Okay, thank you very much, Mr. Tom. I think we are at the end of our session. If you had something to say, just in terms of finishing off our show, what would you say to the viewers? I think I'd definitely say that even if you feel that you've exhausted most of your options, you're not entirely sure where to go with remaining in the UK, it's always worth trying to speak to a lawyer and trying to get some legal advice. And if you are going through the process, again, like I've said throughout, it's very important to get legal advice. Alors, pour terminer, je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, si vous avez un dossier en rapport avec l'immigration et que vous n'êtes pas trop sûr, veuillez contacter un avocat de l'immigration pour pouvoir en discuter. Et c'est lui qui pourra vous aider. Et si vous n'êtes pas trop sûr, c'est l'avocat de l'immigration qui pourra clarifier beaucoup de choses avec vous. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le plaisir a été nôtre de pouvoir vous recevoir ou compter nombre devant vos écrans en train de suivre CLTV, votre chaîne de l'intégration, votre chaîne de référence, votre chaîne préférée. J'aimerais que vous puissiez partager cette émission avec le vôtre. Je voudrais que vous puissiez souscrire et aussi je voudrais que vous puissiez à chaque instant nous contacter toutes les fois que vous avez des difficultés. Nous sommes là. Nous allons vous connecter avec des professionnels. Nous allons vous aider avec tout ce qu'il faut pour que la vie de tout un chacun au Royaume-Uni soit une vie bénie et une vie heureuse. Ladies and gentlemen, thank you for watching CLTV. And this show was about asylum process in the UK and focusing on asylum claim in the United Kingdom.
We have had our special guest, Mr. Tom, who is an immigration caseworker. And I can just ask you to share, like, and subscribe to this channel so that at any time and every time we have our show, you cannot miss out. In the meantime, should you have any problem, don't suffer on your own. We are here. This is the channel of integration. This is the channel that is here to help you. Come to us. We will pinpoint you to the right direction, connecting you to the professional. Many thanks indeed for watching CLTV. Bye. Please like, share, and subscribe.